Instruction, compréhension orale TEF Canada. Vous allez entendre une série d'enregistrements audio. Chaque enregistrement est joué une seule fois. Pour chaque extrait, répondez à la question correspondante en choisissant la bonne réponse parmi les options proposées. Durée totale de l'épreuve, environ 40 minutes. Utilisez un casque audio de bonne qualité pour une meilleure écoute. N'oubliez pas de lire attentivement les questions avant d'écouter l'extrait. Vous allez entendre une courte conversation entre deux personnes. Indiquez à quel dessin correspond chaque conversation. Bonjour madame, je vais enregistrer votre valise. Avez-vous votre passeport? Oui, le voici. Est-ce que je dois aussi enlever mon ordinateur? Non, ce sera pour le contrôle de sécurité. D'accord, merci beaucoup. J'ai un nouveau collègue au travail. Il est comment? Il est grand, avec les cheveux bouclés, une petite barbe et il porte toujours des lunettes noires. Sympa. Oui, et il est très drôle en plus, tout le monde l'aime bien. Salut Léa. Tu fais quoi ce soir? Je vais au cinéma avec ma sœur. Ah cool. Vous allez voir quel film? Le nouveau film d'animation. Il paraît qu'il est très drôle. Super. Bonne soirée alors. Salut Emma, tu pars en vacances cet été? Oui, je vais passer une semaine à la montagne avec mes cousins. Génial! Vous allez faire de la randonnée? Oui, et peut-être du vélo aussi. J'ai hâte d'y être. Profite bien. Vous allez entendre des annonces diffusées dans un lieu public. Pour chaque annonce, répondez à la question correspondante. La mairie informe les habitants que le stationnement sera interdit dans toute la rue du marché ce samedi et dimanche, en raison de la fête annuelle du quartier. Merci de déplacer vos véhicules avant vendredi soir. Bonjour à tous. À partir du mois prochain, nos tarifs d'abonnement mensuels augmenteront de 5% en raison de l'amélioration de nos équipements. Pour toute question, adressez-vous à l'accueil.
Attention! En raison de travaux dans la salle principale, le spectacle de ce samedi soir aura lieu exceptionnellement dans l'Auditorium 2. Les billets restent valables sans modification. Le centre médical organise une campagne de vaccination gratuite contre la grippe ce mercredi de 9 h à 17 h. Aucune inscription n'est nécessaire. Pensez à venir avec votre carte de santé. Bonjour, j'ai bien reçu ma commande ce matin, mais il manque le chargeur pour l'ordinateur portable que j'ai commandé. Pouvez-vous me dire comment procéder pour le recevoir rapidement? Oui, bonjour. Je vous laisse un message, parce qu'il y a une fuite d'eau dans la cuisine de mon appartement depuis ce matin. J'ai fermé le robinet principal, mais ça coule encore un peu, et je crains que ça abîme le sol. Merci d'envoyer quelqu'un rapidement pour faire la réparation. Bonjour, je m'appelle Karine Lefebvre et je suis inscrite à la formation en ligne sur la gestion de projet. Je vous contacte car j'aurais besoin d'une attestation de participation pour la transmettre à mon employeur. Est-ce que vous pouvez m'envoyer cela par mail? Merci beaucoup. Bonjour, je vous contacte au sujet de la conférence prévue ce vendredi à l'université. Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir une place pour l'atelier de l'après-midi, celui sur l'intelligence artificielle. Je n'ai pas encore reçu le lien d'inscription. Merci de me le renvoyer si possible. Oui, bonjour. Je vous laisse un message car j'ai perdu ma carte bancaire hier en fin de journée. Je l'ai probablement oubliée dans un café, mais je préfère la bloquer immédiatement. Merci de me rappeler dès que possible pour confirmer la procédure. Bonjour, je vous appelle car j'ai un rendez-vous chez le docteur Lemoine prévu ce jeudi à 14 h, mais malheureusement, je ne pourrai pas m'y rendre. Est-ce possible de le reporter à la semaine prochaine, de préférence en matinée? Merci de me rappeler pour convenir d'un nouvel horaire.
Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Est-il préférable de voyager seul ou en groupe? Indiquez si la personne interrogée A. pense que voyager seul permet plus de liberté. B. préfère les voyages en groupe pour la sécurité. C. aime voyager seul mais rejoindre des groupes ponctuellement. D. trouve que voyager en groupe limite les découvertes personnelles. Pour moi, voyager seul, c'est la meilleure façon de découvrir un pays. Je choisis mon rythme, mes activités, et je n'ai pas besoin de me plier aux envies des autres. Ça me donne un vrai sentiment de liberté. Voyager seul, très peu pour moi. J'aime la convivialité, et puis on se sent plus en sécurité à plusieurs. En groupe, on partage les frais, on s'entraide et on ne s'ennuie jamais. J'aime bien partir seule, mais j'aime aussi faire des activités de groupe pendant le voyage, comme des visites guidées ou des excursions. Ça me permet de rencontrer du monde sans être tout le temps entourée. Vous allez entendre 3 personnes répondre à la question suivante. Préférez-vous faire vos achats en ligne ou en magasin? Indiquez si la personne interrogée A. préfère acheter en ligne pour gagner du temps. B. préfère aller en magasin pour voir les produits. C. trouve les achats en ligne trop impersonnels. D. alterne entre les deux selon ses besoins. Personnellement, j'aime voir ce que j'achète. En magasin, je peux toucher, comparer, poser des questions aux vendeurs. Et puis, je repars directement avec ce dont j'ai besoin, sans attendre une livraison. Pour moi, c'est simple, je commande tout en ligne. Ça me fait gagner un temps fou, surtout avec mon emploi du temps chargé. Je peux comparer les prix rapidement et tout arrive à la maison. Ça dépend. Pour les vêtements ou les appareils électroniques, je préfère aller en magasin. Mais pour les produits de base comme les courses, je les commande en ligne. C'est plus pratique. Vous allez entendre des émissions de radio. Pour chaque émission, répondez la question. Lorsqu'on visite le Mont Saint-Michel, on est immédiatement frappé par la beauté de l'abbaye qui surplombe la mer.
Ce site emblématique, fondé au 8e siècle, a connu une histoire mouvementée. Il a été un lieu de pèlerinage très fréquenté au Moyen Âge, puis une forteresse stratégique pendant la guerre de Cent Ans, avant de devenir une prison à l'époque révolutionnaire. Aujourd'hui, il est l'un des monuments les plus visités de France. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont le site a traversé les siècles, en grande partie grâce à des travaux de restauration initiés au 19e siècle. Son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 a renforcé son rayonnement international. De plus, l'accès facilité par une passerelle moderne a permis de préserver l'environnement tout en accueillant plus de visiteurs. C'est un véritable témoignage de la capacité humaine à préserver et valoriser son patrimoine historique et culturel. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans la finance, dans un environnement très compétitif. Chaque jour, je passais 8 heures devant des écrans, dans un bureau sans fenêtre. J'avais un bon salaire, des avantages, une sécurité d'emploi. Mais je n'étais pas heureux. Il manquait un sens à tout ça. Un jour, après une discussion avec un ami d'enfance, j'ai décidé de changer de vie. J'ai suivi une formation en pâtisserie, et, quelques mois plus tard, j'ai ouvert ma propre boulangerie. Au début, c'était difficile. Il fallait se lever tôt, gérer les commandes, fidéliser les clients. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Je me sens utile. Je suis en contact avec les gens, je crée chaque jour quelque chose de concret. Ce changement m'a redonné le goût de travailler. Même si je gagne moins qu'avant, mon quotidien est beaucoup plus enrichissant. Vous allez entendre des extraits d'interviews. Pour chaque extrait, répondez les questions. Nous recevons aujourd'hui Éric Lemoine, analyste en politique environnementale. Monsieur Lemoine, certains disent que malgré les promesses, les gouvernements ne font pas assez pour lutter contre la pollution industrielle. Qu'en pensez-vous? C'est une critique qu'on entend souvent, et non sans raison. Il y a un écart réel entre les discours publics et les actions concrètes. Beaucoup de gouvernements adoptent des plans ambitieux, mais leur mise en œuvre reste partielle, voire symbolique. En coulisses, des considérations économiques prennent souvent le dessus. Il est difficile, par exemple, de s'opposer fermement à des secteurs qui créent de l'emploi, même s'ils sont très polluants. Et quelles pourraient être les conséquences d'un tel immobilisme? D'une part, cela mine la confiance du public. Les citoyens deviennent sceptiques face aux engagements écologiques. D'autre part, cela retarde la transition vers des modèles industriels plus durables. Et le paradoxe, c'est que ce manque d'anticipation politique pourrait coûter bien plus cher à long terme, en termes de santé publique, de catastrophes environnementales, ou même de perte de compétitivité internationale.
Bonjour et merci d'être avec nous. On parle beaucoup de la situation en Haïti, marquée par l'instabilité et l'insécurité. À quoi est-elle principalement due, selon vous? Bonjour. En réalité, la crise haïtienne ne date pas d'hier. Elle est enracinée dans une longue histoire de gouvernements fragiles, d'interventions étrangères mal calibrées et d'institutions publiques incapables de répondre aux besoins de la population. Aujourd'hui, ce sont des groupes armés qui contrôlent des portions entières du territoire, en l'absence d'un pouvoir central solide. Est-ce que la communauté internationale pourrait jouer un rôle plus important? Peut-être. Mais il faut d'abord qu'elle évite de reproduire les erreurs du passé. Les réponses extérieures ont souvent été improvisées ou dictées par des intérêts politiques. Cela a laissé les Haïtiens dans une position d'attente constante. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer des troupes ou de l'aide humanitaire. Il faut soutenir les structures locales, former les institutions et surtout, écouter ce que demandent les citoyens eux-mêmes. Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Fatoun Dieye, coordinatrice d'un réseau d'ONG actives dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Madame Dieye, on parle de plus en plus de crise alimentaire mondiale. Comment l'expliquez-vous? Il faut comprendre que cette crise est multifactorielle. Les conflits armés, les catastrophes climatiques et les perturbations économiques liées à la pandémie ont fragilisé l'accès à l'alimentation dans de nombreuses régions. Mais ce qui aggrave la situation, c'est le manque de coordination des réponses internationales. Trop souvent, les aides arrivent tard, sont mal réparties ou dépendent de priorités politiques. Et quel rôle peuvent jouer les ONG dans ce contexte? Les ONG sont souvent les premières présentes sur le terrain, avec des réseaux locaux solides. Mais nous ne pouvons pas compenser les défaillances systémiques. Il faut que les gouvernements voient les ONG comme des partenaires stratégiques et non comme des solutions temporaires. Sinon, on reste dans une logique d'urgence perpétuelle. Il est temps de passer à des approches plus structurelles, accès à la terre, autonomie agricole, soutien aux producteurs locaux. Vous allez entendre une reportage long. Répondez les questions suivantes. Depuis quelques années, le terme ville intelligente s'est imposé dans les discours politiques, urbanistiques et technologiques. On l'associe à une promesse d'efficacité, une meilleure gestion de l'énergie, des transports fluidifiés, une sécurité renforcée et des services publics digitalisés. Des capteurs détectent les embouteillages en temps réel, les lampadaires s'allument uniquement lorsqu'un piéton passe, et les ordures sont ramassées selon un algorithme optimisé. Tout cela semble aller dans le bon sens, mais la réalité mérite un regard plus critique.
Derrière cette modernisation se cache une dépendance croissante à l'infrastructure numérique. Ces systèmes hyperconnectés reposent sur des quantités massives de données, souvent gérées par des entreprises privées. Cela soulève des interrogations sur la souveraineté des villes, la protection des données personnelles et la transparence des algorithmes qui influencent désormais les décisions publiques. En outre, la fracture numérique reste un obstacle majeur. Dans certaines villes dites intelligentes, des citoyens se retrouvent marginalisés car ils n'ont pas accès aux outils ou aux connaissances nécessaires pour interagir avec les nouveaux systèmes. Lorsque l'accès aux services urbains dépend d'une application mobile ou d'une plateforme en ligne, ceux qui n'en maîtrisent pas l'usage deviennent invisibles pour le système. Enfin, certains urbanistes alertent sur un risque de désengagement civique. Si toutes les décisions sont prises par des systèmes automatisés, quelle place reste-t-il à la participation citoyenne ? Une ville vraiment intelligente ne serait-elle pas d'abord celle qui place l'humain, et non la technologie, au cœur de son fonctionnement ? Vous allez entendre 10 documents divers. Pour chaque document, répondez la question. Depuis une dizaine d'années, les outils numériques ont profondément transformé les méthodes d'enseignement dans de nombreux établissements scolaires. Il n'est plus rare de voir des élèves utiliser des tablettes en classe ou de suivre des cours à distance via des plateformes interactives. Pour certains enseignants, ces outils représentent une opportunité. Ils permettent de mieux capter l'attention des élèves, de varier les supports pédagogiques et de personnaliser l'apprentissage. Mais d'autres s'inquiètent. Ils parlent d'une dépendance croissante à la technologie, d'une baisse de concentration et d'une perte de compétences fondamentales comme l'écriture manuscrite. Le débat reste ouvert. Le numérique améliore-t-il vraiment la qualité de l'enseignement ou s'agit-il d'un simple phénomène de mode encouragé par la pression sociale et économique ? Dans certaines régions d'Europe, on tente de réintroduire des espèces emblématiques disparues, comme le lynx, le loup ou même l'ours brun. Ces initiatives, soutenues par des scientifiques et des ONG, visent à rééquilibrer les écosystèmes. Mais les résultats sont inégaux. Si certaines populations s'adaptent, d'autres font face à des menaces continues. Agriculture intensive, urbanisation galopante, routes et même l'hostilité de certains riverains. Ce n'est donc pas seulement une question de biologie ou de protection, mais de compatibilité entre nature sauvage et activité humaine. Ces projets montrent que la réussite dépend aussi d'une réelle volonté politique et d'un changement de perception collective. Depuis quelques années, la mode dite durable est très présente dans les discours marketing. Pourtant, selon plusieurs enquêtes, les consommateurs continuent à acheter en majorité des vêtements bon marché, souvent issus de la fast fashion. Même lorsqu'ils sont sensibilisés aux enjeux sociaux et environnementaux, ils privilégient le prix avant tout. Pour les marques, c'est un vrai dilemme, elles veulent évoluer vers des pratiques plus responsables, mais se heurtent à un marché qui ne suit pas. En fin de compte, il existe un décalage entre ce que les gens affirment vouloir et ce qu'ils achètent réellement.
Le pays affiche depuis plusieurs années des indicateurs économiques très positifs, un taux de croissance élevé, des investissements étrangers en hausse et un secteur technologique en plein essor. Mais cette réussite cache une réalité plus complexe. En milieu rural, de nombreuses familles vivent toujours dans la précarité, peinent à accéder aux soins, et leurs enfants abandonnent parfois l'école faute de moyens. Les écarts entre régions se creusent, et le fossé entre les grandes villes dynamiques et les zones marginalisées devient de plus en plus visible. Ainsi, la question n'est pas tant de savoir si l'économie va bien, mais pour qui elle va bien. Le village de Saint-Raphaël était autrefois un lieu calme, presque inconnu des circuits touristiques classiques. Mais en quelques années, il est devenu une destination prisée grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de voyage. Si cela a apporté des opportunités économiques, hôtels, restaurants, locations saisonnières, les habitants expriment un certain malaise. Les commerces traditionnels ferment, remplacés par des boutiques de souvenirs. Les loyers flambent et les jeunes ne peuvent plus se loger sur place. Plusieurs voix s'élèvent désormais pour repenser ce modèle, qui semble profiter aux visiteurs, mais beaucoup moins à ceux qui vivent sur place toute l'année. Malgré les avancées médicales, le système de santé reste fortement orienté vers la gestion des maladies une fois qu'elles sont déclarées. Les campagnes de prévention sont souvent perçues comme secondaires, faute de financement ou de volonté politique. Pourtant, les études montrent qu'une prise en charge précoce permettrait de réduire considérablement les coûts à long terme. Il faudrait repenser le rôle du médecin, non plus comme simple prescripteur, mais comme accompagnateur du changement de mode de vie. Dans les créations récentes, on observe une volonté croissante d'intégrer des éléments non académiques, gestes du quotidien, improvisation, ou encore cris, silence, immobilité. Cette hybridation dérange parfois un public habitué à une certaine forme de virtuosité. Mais les chorégraphes assument, l'objectif n'est plus de séduire, mais de provoquer une réaction, même inconfortable. La danse devient alors un miroir social, un terrain d'expérimentation identitaire et politique. Le passage au port USB-C est présenté comme une avancée vers la standardisation, mais il oblige des millions d'utilisateurs à renouveler leurs accessoires, parfois très récents. Ce n'est pas la première fois que la marque opère ce type de transition, avec à chaque fois un discours sur la performance, l'innovation. Pourtant, les coûts cachés sont rarement évoqués. L'utilisateur est mis devant le fait accompli, sans véritable alternative.
Alors que la guerre en Ukraine a ravivé les tensions nucléaires, plusieurs experts alertent sur une banalisation du discours autour de l'arme atomique. Les traités de non-prolifération sont fragiles, et les canaux diplomatiques ne garantissent plus la même sécurité qu'auparavant. Ce qui, autrefois, était impensable semble aujourd'hui théoriquement envisageable. Le simple fait que la menace puisse être énoncée publiquement témoigne d'un changement inquiétant dans l'équilibre global. En Europe comme en Amérique du Nord, on observe une montée des discours valorisant l'ordre, la tradition et la vraie identité. Ce retour à des valeurs dites fondamentales séduit une partie de la population en quête de stabilité. Certains chercheurs y voient un besoin de réassurance dans un monde perçu comme instable, fragmenté, accéléré. Derrière les slogans politiques se cache souvent une peur plus profonde, celle de la disparition d'un mode de vie familier.